Ici Radio Mururoa, la voix des îles. Et oui, il est vrai que la Polynésie a bien voulu être le siège de cette grande organisation destinée à donner à la puissance française le caractère de la dissuasion qui doit à tous, dans un monde dangereux, nous assurer la paix. C'est vrai. Il y a d'ailleurs, si j'ose dire, une compensation. Le développement qui accompagne cette organisation du centre est éclatant. Ce qui doit suivre ne le sera pas moins. Je m'appelle Bruno Barillot, j'ai 70 ans. Voilà, je suis originaire de Lyon. J'appartiens à une famille très traditionnelle, catholique, royaliste. Et donc, dans ma jeunesse, en fait, on m'a engagé dans des études de philosophie et de théologie. Ça a duré 6 ans. Et donc je suis, à partir de 1972, engagé comme prêtre au service des jeunes du monde rural. Je venais juste d'être engagé là-dedans. Et donc à l'époque, c'était 1972, donc quelques années après 68, ça bougeait pas mal dans la société française. Et donc, pour les jeunes étudiants, 18, 20 ans, la question qui se posait était entièrement nouvelle pour moi, parce que j'avais été, même si j'avais fait mon service militaire, j'étais complètement en dehors de ce monde-là. Et à l'époque, se posait la question de l'objection de conscience. Et donc, j'ai été très mêlé au combat des jeunes objecteurs des années 70, pour, disons, faire reconnaître le droit à s'opposer au système militaire, aux ventes d'armes, aux armes nucléaires, aux essais nucléaires. Donc ça, c'était dans les années 70. Et donc, au bout d'un certain nombre d'années, parce que la lutte des objecteurs de conscience était assez difficile. Il y avait des jeunes qui allaient en prison parce qu'ils refusaient de faire même un service civil. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que les jeunes me disaient « Mais bon, toi, tu es prêtre, tu es avec nous, tu nous accompagnes, mais qu'est-ce que tu fous va plus loin. » Bon. Et c'est comme ça que j'ai été aussi engagé personnellement dans tout un combat, disons, un peu parallèle à l'objection de conscience, qui était à l'époque, pour protester contre le système militaire, qui était le renvoi des papiers militaires, qui était un délit énorme, scandaleux. Donc on renvoyait nos papiers militaires, et à cette occasion-là, disons, comme c'était un délit, on passait devant les tribunaux. Je suis passé 3 fois devant les tribunaux pour avoir renvoyé mes papiers militaires. La question qui était des années 80, c'était la lutte contre l'installation de missiles américains et soviétiques en Europe. Et il se trouve que les sociétés européennes, américaines, enfin des pays occidentaux, ont pas mal bougé à cette époque-là, y compris les églises. Et donc, l'Église de France, les évêques, ont pris position, c'était 1984, je crois, dans un texte où en fait ils disaient, étant donné le contexte actuel, la dissuasion nucléaire, l'Église pense que c'est admissible.
C'est bien évident que moi, étant combattu, les armes nucléaires et bon, tout le système militaire qui accompagnait, ça m'a choqué profondément. Et comme j'étais en lien avec d'anciens objecteurs qui avaient pris de l'âge, on a décidé ensemble de créer un centre de recherche qui développe un argumentaire sur les ventes d'armes, sur les armes nucléaires, sur les essais nucléaires. Et donc c'est ce qu'on a créé avec, deux autres personnes à Lyon. C'était un centre de recherche complètement indépendant qui travaillait sur ces questions-là. Et c'est comme ça que je suis rentré de plein pied sur les essais nucléaires. Greenpeace, donc, à cette époque-là, s'est reconstitué en France. Et il se trouvait que les responsables de Greenpeace Nouvelle-Zélande avaient fait publier des témoignages de Polynésiens, donc en anglais. Ils avaient fait une brochure qui s'appelait Testimonies. Et à Paris, même à Greenpeace, on trouvait ça tout à fait impensable, scandaleux. On disait c'est encore un coup des anglophones qui attaquent la France, parce que ce qui était décrit et les témoignages qui étaient recueillis étaient effarants, hein, sur les maladies, sur les manières dont se déroulaient les choses à Mauroy. Donc l'équipe qui se reconstituait à Paris, à Greenpeace France, avait demandé que le centre de recherche de Lyon puisse, aller vérifier sur place ces témoignages. Donc comme j'étais le seul, célibataire à l'époque, on m'a envoyé à Tahiti. Je suis venu ici en 1990. Alors, c'est vrai qu'en préparant ce voyage qui était, qui m'était proposé par Greenpeace pour venir ici à Tahiti vérifier des témoignages, j'étais à Lyon et le directeur de Greenpeace, qui s'appelait Philippe Lequen, me dit, c'était en avril 1990 à peu près. Et donc, il me dit, viens donc à Paris, on va discuter ensemble des conditions, de la manière dont ça va se passer. Alors, je monte à Paris, c'était dans le bureau, je crois, rue des Petites Écuries. Et en fait, je rentre dans la salle d'attente du bureau de Greenpeace. Je ne connaissais pas grand monde, et donc il y avait une personne qui était là, une femme, d'un certain âge, hein, et on commence à discuter et je lui dis, mais elle me pose la question, je lui dis, je vais à Tahiti. Ah, tu vas à Tahiti? Elle me tutoie tout de suite. Et tu vas à Tahiti? Oui. Et qu'est-ce que tu vas faire? Je vais vérifier des témoignages de Greenpeace. Je lui explique. Ah, mais moi je me présente, je suis Marie-Thérèse Danielson. Marie-Thérèse Danielson, je dis, mais je connais Marie-Thérèse Danielson, j'ai lu votre livre, Mon roi, mon amour, c'était tout d'un coup, je me trouvais devant quelqu'un qui me semblait, qui avait nourri un peu aussi ma réflexion sur les essais nucléaires. Et donc elle me dit comme ça, mais où est-ce que tu vas loger à Tahiti? Je lui dis, je vais quand même... je vais loger à l'hôtel, je viens ici pour essayer d'arranger avec le directeur de Greenpeace pour savoir comment... Oh non, pas question, tu viens chez nous, moi, tu y arrives quand? Au mois de juin, tu viens chez nous. C'est comme ça que pendant 15 ans, jusqu'à leur décès, j'ai habité, c'était ma résidence secondaire à Tahiti, j'étais à Paea, même Papeete, chez Bengt et Marie-Thérèse Danielson. J'étais un peu l'enfant adoptif de la famille. Alors, en 1990, il y avait encore les essais, hein, les essais nucléaires souterrains. Et les premières personnes avec qui j'étais en contact,
C'était des gens du Tavini, de Oscar Temarou, Théa Hirschon, Vito Mamatois. Disons, Marie-Thérèse connaissait tous ces gens, c'était ses amis, ses voisins. Et donc, elle m'a mis en contact avec eux et disons, c'est avec eux que j'ai passé quasiment 2 mois à aller voir les uns et les autres, qui parlaient quasiment, il fallait y aller quasiment secrètement. D'ailleurs, quand j'étais arrivé à l'aéroport, je n'avais pas dit que j'arrivais chez Danielson. C'était tout de suite à rentrer, me faire repérer et tout ça. Donc, on va voir les gens, les anciens travailleurs, les familles, des veuves, etc. Et donc, mais il fallait le faire secrètement, les gens osaient à peine parler, osaient... Bon, les personnes qui avaient témoigné pour Greenpeace Nouvelle-Zélande, je les ai rencontrées. Bon, ils ont confirmé ce qui avait été écrit dans la petite brochure témoignage. Et donc... mais, enfin, moi, très franchement, un jour, Marie-Thérèse me dit, il faut quand même que tu ailles, disons, un peu plus près de Moro à Tahiti. C'est peut-être, on voit beaucoup de monde, mais il faut que tu ailles à Mangareva. Donc j'ai débarqué là-bas. Il n'y avait pas d'hôtel ni rien du tout. On loge chez l'habitant, c'est très bien. Puis bon, j'ai pu faire un peu le tour de l'île en mobilette et tout ça. Et donc, bon, on voit ce qui est frappant, c'est tous ces monuments, la cathédrale, les monuments de l'époque missionnaire. Et puis, à la sortie de Rikitea, le village de Mangareva, on tombe devant cet immense hangar. Étonnant. À l'époque, enfin, c'est le plus grand bâtiment après la cathédrale. Alors qu'est-ce que c'est? Ah bon, mais c'est l'abri où, pendant les temps des essais nucléaires, on enfermait toute la population. Donc j'avais lu un peu ce qu'avait écrit Marie-Thérèse et Ben Danielson, donc je savais que ça existait, mais c'est un choc quand on voit ça. Hein? On mettait des gens, voilà, l'abri anti-atomique de la population. Bon, un hangar, bon, à l'époque, il était plus utilisé en 90, hein, mais bon, quand même, on voyait un peu comment les gens étaient, entre guillemets, protégés des retombées radioactives. Bon. Mais c'est pas tout. Quand on fait le tour de Mangareva, il y avait une autre, du temps des essais aériens, il y avait une autre unité militaire qui stationnait sur l'île de Mangareva, à l'autre bout, à Taku. Et alors là, à mobilette, la route est, disons, est un peu défoncée, mais bon, j'ai fait le tour. Taku, on tombe là, alors là, c'est stupéfaction. L'abri des militaires. Un blocos, mur de 90 cm, recouvert de plaques de métal, enfin, le blocos super protégé, etc. Où pouvaient rentrer peut-être 20-30 militaires, il y a une petite unité. Ah ben dis donc, c'est choquant ça, choquant. Enfin moi, bon, je suis citoyen français, je crois un peu à la démocratie française, disons l'égalité. Quand on voit ça, on en prend un sacré coup dans sa tête, on se dit mais qu'est-ce qu'on a fait? Quelle discrimination? On protège les soldats comme ça, mais alors les populations. Bon, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a bouleversé. Hein. Et disons, bon, c'est vrai que c'est difficile de dire qu'est-ce qui a motivé tout un engagement ultérieur, etc. Mais ça, c'est quand même l'événement choc qui m'a dit, il y a quelque chose qui s'est passé ici en Polynésie, il faut quand même creuser et aller au-delà des simples témoignages. Et il faut, disons, continuer. Et quand je suis revenu, disons, fin août, en France, donc c'est une discussion qu'on a eue. Alors je suis revenu en France et puis pendant ce temps, disons, ça devait être fin août,
les gendarmes, les Mouteuil, les gendarmes Farani, étaient arrivés chez Bengt Danielsson en disant ah, mais vous n'avez pas M. Barillot chez vous tout ça. Oh, mais ça fait déjà 15 jours qu'il est parti. Donc ils avaient mis quasiment 2 mois à me retrouver. Et alors, Ben Danielsson, avec son accent suédois, lui dit « Vous savez, c'était un grand terroriste !» Donc, ils se foutaient de leur figure. Et puis, bon, après, bon, ben, probablement, j'ai vu que les fois suivantes, quand je suis revenu ici au pays, à Tahiti, j'étais sur la liste des gens qu'il fallait surveiller. Donc, je passais un quart d'heure, 20 minutes... disons, à la police des frontières, où on photocopiait mon passeport, etc. Enfin bon, une manière de dire que celui-là était vraiment, disons, à surveiller. Alors avec les collègues du centre, on s'est dit qu'il fallait aller plus loin que les témoignages et donc faire, disons, une rétrospective des essais nucléaires français qui soit autre que la propagande du ministère de la Défense. Et donc, en fait, il fallait trouver de l'argent pour ça. Bon, c'est un gros travail, rechercher la documentation, etc. Et il se trouve qu'on est tombé en contact avec une collègue qui était américaine et dont le mari était prof dans un lycée de Lyon et à un titre d'échange franco-américain. Et donc, elle était écolo, etc. Elle nous a dit « Ah, mais je vais essayer de trouver des financements pour travailler sur ce sujet-là. » Et elle a trouvé des fondations aux États-Unis qui, finalement, ont financé une grande partie de ce travail sur les essais nucléaires. Mais il n'y avait pas simplement, c'était pas simplement une question d'argent. C'est très difficile en France pour avoir des informations officielles. Alors, j'avais été voir au CEA, à Saclay, dans la région parisienne, aux archives, mais j'avais pas accès à tout. Le ministère de la Défense, bon, c'était quasiment bloqué, pas d'informations. Il y avait quelques rapports parlementaires qui donnaient des informations. Mais finalement, Mary Davis, ma collègue américaine, me dit « Ah, mais je vais aller voir la bibliothèque parce que la bibliothèque du Kentucky, de Lexington, la capitale du Kentucky, je vais essayer d'aller voir ce qu'on peut trouver là-bas parce que le commissariat à l'énergie atomique français a des échanges avec son homologue américain. Il y a peut-être des choses. » Et on a retrouvé des microfiches à Lexington, au Kentucky, au cœur de l'Amérique profonde, hein, des microfiches sur le déroulement des essais nucléaires ici à Mororoa, sur les centres de recherche français qui travaillaient pour le CEP, pour préparer les éléments de la bombe, etc. On a eu pas mal d'informations aux États-Unis que le CEA en France refusait de nous donner. Quand on publie ce livre qui s'appelle « Les essais nucléaires français », un titre, disons, complètement anodin, c'est quasiment passé inaperçu. À la même époque où je publiais le livre sur les essais nucléaires, Bengt Danielsson publiait la réédition de Mororoa, mon amour, leur premier livre, avec sa femme. Et donc, je lui avais demandé de venir présenter ce livre à Lyon avec Marie-Thérèse Danielsson. Et comme il se trouvait que, disons, près de Lyon, à Genève, il y avait John Doom, donc, qui était une personnalité, puisque c'est l'ancien secrétaire général de l'Église évangélique de Polynésie française, l'Église qui s'était beaucoup engagée contre les essais. Et John Doom était depuis 1989 le directeur du bureau pacifique du Conseil écuménique des Églises. Donc John Doom était venu à cette occasion à Lyon avec Tétois, sa femme. Et donc c'est, je crois, la première fois où on a vraiment, disons, eu contact avec, disons, le contact personnel avec John. Et disons, c'est le début
d'un long périple commun, parce que bien sûr, John étant à Genève, n'avait pas oublié les convictions de son Église, ses convictions aussi personnelles comme premier témoin du premier essai en 1966 depuis Mangareva. Et donc, il avait une place, disons, centrale à Genève pour constituer un réseau. Et donc, ce réseau d'églises, d'abord, a été constitué, disons, par John au niveau européen, et on a ensemble créé ce réseau Solidarité Europe-Pacifique. Les premières choses qu'on a faites, c'est avec le petit groupe autour de John Doom, hein, d'Europe, Genève, la France, Lyon, avec moi, le centre de recherche, et puis Gabi Tetiarahi à Tahiti. On s'est dit, les essais sont arrêtés, il faut qu'on demande l'avis aux anciens travailleurs, qu'est-ce qu'ils ont vécu. Donc on a lancé, avec ce petit groupe, l'enquête sociologique avec des sociologues hollandais. On ne voulait pas faire du français parce que c'est les anti-nucléaires français qui viennent en Polynésie, donc on a pris des sociologues hollandais et qui sont venus à Tahiti pour faire l'enquête sociologique auprès des anciens travailleurs. Donc on a l'enquête publiée, titre, Mauroy et nous, hein, en tahitien, Mauroy et Tato. Ça c'était 96, 98 publications. Et à la fin des années 90, on se dit qu'il faut quand même aller plus loin parce que les anciens travailleurs polynésiens disaient écoutez, il faut que on est quand même préoccupé pour notre santé, pour l'avenir de nos enfants. Et on s'est dit il faut quand même créer quelque chose, etc. Et puis du côté des vétérans, des victimes, des anciens militaires qui avaient participé aux essais nucléaires au Sahara et en Polynésie, ça commençait à bouger en France. On s'est dit il faut faire quelque chose. Donc on a concerté, c'était début 2001, ensemble, à notre petit groupe autour de John, on s'est dit voilà ce qu'on va faire, on va créer des associations de victimes des essais nucléaires. Et donc, il s'est trouvé qu'on a créé à 1 mois d'intervalle l'association des vétérans des essais nucléaires en France, hein, en juin 2001. On était 9 à la création, dans les bureaux du centre de Lyon. Et 15 jours plus tard, je vais à Tahiti, il y avait John, on crée à Pao'Fae, à Papeete donc, l'association des victimes polynésiennes qu'on a appelée, du nom de l'enquête sociologique, Mauroy et Tato. Alors il se trouve que, disons, l'association Mauroy et Tato a été créée, etc. Puis, résultats électoraux favorables aux indépendantistes en 2004. Oscar Temaru arrive au pouvoir. C'était très impressionnant pour moi de voir ceux avec qui on avait milité, on était contre les essais que j'avais rencontrés. Maintenant, les voilà qui arrivaient, disons, aux rênes du pays. C'était pas facile, mais voilà. Alors, la première chose, je pense, c'était Théa Hirschon qui a poussé pour que, puisqu'ils avaient la majorité à l'Assemblée de Polynésie, on va faire une commission d'enquête sur les essais nucléaires. Donc là où on a sorti un peu tous les points sur lesquels il fallait qu'on se batte et qu'on fasse reconnaître à l'État. Hein, sur la question de la mémoire, sur la question des archives, sur la question de la santé. Il fallait que toutes ces questions-là soient, disons, mises sur la table par la commission d'enquête
et qu'ensuite, il fallait mettre en œuvre. Donc, le gouvernement d'Oscar Temaru a décidé qu'après la commission d'enquête qui a duré 6 mois, il fallait un organisme pour mettre en application les recommandations de la commission d'enquête. C'est le COSCEN, Conseil d'orientation pour le suivi des conséquences des essais nucléaires. Alors, c'est vrai que le COSCEN est créé, la commission d'enquête est démarrée, j'avais quand même un peu un passé des bouquins que j'avais écrits, il y a eu aussi des livres de témoignages aussi que j'avais publiés. Donc tout ça, c'est revenu. On s'est dit, il faut quand même que l'État prenne ses responsabilités, qu'il s'engage, qu'il dise, qui ne nous raconte pas comme toujours, pendant 30 ans que les Polynésiens ont entendu, rassurez-vous, nos essais sont propres, on a un retour des expériences américaines ou soviétiques, nous on a fait bien mieux qu'eux, donc il n'y a aucun problème. Alors bon, c'était inacceptable quand on entend ces témoignages, par exemple de veuves, d'anciens travailleurs, des incidents et accidents qui se passaient à Mauroy. C'est pas acceptable qu'on nous raconte des balivernes comme venait tout de suite après, parce que quand il y a eu la commission d'enquête, il faut savoir que le ministère de la Défense, ils sont rappliqués à toute vitesse. Ils se sont dit, il y a le feu en Polynésie, ils croyaient que depuis 10 ans tout était fermé, puis ça redémarre. Donc ils nous envoient le pare-feu, je l'appelle comme ça, hein, c'est M. Jurien de la Gravière et toute son équipe du CEA qui arrive, qui débarque, et avec des médecins, des spécialistes, des propagandistes aussi pour dire, écoutez, Polynésiens, ouais, peut-être que nos essais ont peut-être été moins propres qu'on l'a pu le dire. Oh, c'est une question de... on n'avait pas l'habitude de communiquer, donc c'était une mauvaise communication, mais voilà. Alors, ça aussi, ça a eu le don de m'énerver, disons, pour de bon. Alors bon, il a fallu leur avancer, leur dire, leur mettre sous le nez des choses qui étaient complètement inacceptables. J'ai dit, mais comment ça se fait? Écoutez, en 1974, qu'est-ce qui s'est passé? Le nuage, vous le reconnaissez, hein, le nuage est retombé sur Tahiti. Comment ça se fait que dans les rapports que vous avez écrits vous-même en 1974, que vous avez envoyés à l'ONU, c'est écrit que la radioactivité de l'air à Papeete était 10 000 fois plus importante à Papeete qu'à Montlhéry en région parisienne. Alors, dites-nous que c'était rien du tout. Quel air respirait? Les Polynésiens étaient citoyens français, ils avaient le droit de respirer le même air que les citoyens français de métropole. Et vous nous dites que c'est rien du tout, c'est véritablement du mensonge. Quand vous nous dites que aussi, il y a eu quelques retombées sur la presqu'île de Tahiti et que les vaches devaient manger un peu d'herbe qui était contaminée par de l'iode radioactif qui tombait du nuage, c'était pas trop grave. Mais quand on regarde de près, leur tableau, on a tout leur tableau. Pendant toute la période des essais nucléaires, ils mesuraient l'iode radioactif dans le lait des vaches de Taravao, de la presqu'île. Et quand on regarde, on compare, on n'est quand même pas complètement idiot, on va se dire à quel endroit on mesure la radioactivité en iode radioactif du lait, à quel endroit où il peut y avoir le plus en métropole. Bon, on dit, on va voir autour d'une centrale nucléaire. J'ai été voir l'endroit autour d'une centrale nucléaire française le plus contaminé. Le lait faisait 2 becquerels par litre. Bon, le chiffre 2. Mais en 1974, le lait de Taravao, il faisait 240 becquerels par litre de lait. Et ça,
là c'était un pic, maximum, mais pendant toute la période des essais aériens, c'est-à-dire pendant 9 ans, le lait dépassait les 2, disons, la base acceptable en France. Donc c'est des choses complètement inadmissibles. Aux Marquises, dans les années 70, du temps des essais aériens, ils bouffaient de la salade qui était 10 000 fois plus contaminée que celle qu'on mesure aujourd'hui aux Marquises au niveau de la radioactivité. Bon, comment, disons, leur poisson cru aux Marquises, ils le bouffaient avec de la salade contaminée. J'espère qu'ils n'en mangeaient pas trop, mais quand même, c'est des questions qu'on se pose. Alors ne nous dites pas que les essais étaient propres. Aujourd'hui, moi, je pense qu'il n'y a plus du tout véritablement de radioactivité dans l'alimentation ici en Polynésie. Alors, on nous fait des rapports entiers pour nous dire qu'il n'y a rien, alors qu'on ne nous dit pas qu'il y a du temps des essais aériens, c'était 10 000 fois plus élevé et qu'à l'époque, on lui disait, rassurez-vous, l'alimentation est saine, ne craignez rien. Et alors aujourd'hui, la seule réponse que le ministère de la Défense est foutu de nous apporter, c'est de dire, oh écoutez, peut-être à l'époque on n'avait pas les instruments, disons, suffisamment au point pour mesurer la radioactivité et pour, disons, calculer combien de radioactivité dans le bol alimentaire des habitants de Toureia, de Ibaoa ou de Rapa, combien ils pouvaient. Donc on nous raconte qu'il fallait qu'un bébé boive 100 litres de lait par jour pour être vraiment contaminé. Mais c'est des conneries qu'ils nous racontent, franchement. Ils nous l'écrivent. Ils l'écrivent dans leur bouquin. Ils nous reconstituent les doses, alors que leur propre rapport écrivait le contraire. Mais là, ils recalculent, ils refont disons, leur histoire des essais propres. Et ça, j'ai beaucoup de peine, disons, à faire admettre aussi à mes interlocuteurs polynésiens. J'ai de la peine à leur dire, mais écoutez, ces gens-là qui vous ont menti pendant 30 ans, aujourd'hui, disons, ce n'est pas les mêmes, mais c'est leurs successeurs qui viennent vous raconter des balivernes, vous dire comment vous pouvez imaginer qu'aujourd'hui encore, ils ne vous racontent pas, c'est dans la même logique, ils vous mentent. Bien sûr, c'est le passé. C'était surtout du temps des essais aériens. Mais dans quoi on le mesure aujourd'hui, ces conséquences? C'est dans la santé des Polynésiens. Combien de femmes et de jeunes Polynésiens sont atteints de cancer de la thyroïde et qui étaient enfants à l'époque des essais aériens? Combien de cancers, combien de leucémies qui mettent 10 ans, 20 ans, 30 ans à se déclarer et qui pourraient, alors je ne dis pas que tout vient des essais nucléaires, bien sûr il est venu des tas d'autres possibilités avec la modernité qui a été amenée avec l'argent de la bombe, mais on peut quand même penser que les essais nucléaires sont pour quelque chose dans le problème très grave de santé publique qui se pose ici avec, disons, ce développement quand même phénoménal des cancers, des maladies cardiovasculaires, parce qu'on se renseigne. On se renseigne, par exemple, ce qui se passe aux îles Marshall, ce que les spécialistes au niveau international, les scientifiques internationaux disent des maladies radio-induites. On le sait aujourd'hui. On sait qu'il n'y a pas que les cancers qui viennent
d'un contact avec les rayonnements ionisants, comme ils disent, avec donc les radiations. Il y a aussi toutes les maladies cardiovasculaires. Il y a le système génétique qui peut être atteint aussi. Donc ça, on le sait officiellement. En fait, on savait tout dès les années 50. Les Américains avaient publié des ouvrages sur les survivants d'Hiroshima, sur les premiers essais au Marshall. La communauté scientifique, en 1957-58, il y a eu un espèce de tollé international. Il y avait des symposiums de médecins, de prix Nobel, dans tout le monde occidental, hein, pour dire, mais aux puissances nucléaires, qui étaient les États-Unis et l'Union soviétique, arrêtez les essais nucléaires aériens. Il y en avait parfois plus de 100 par an. Et donc, vous allez mettre en cause la santé de l'humanité entière. Et donc, ça a décidé, l'Union soviétique et les États-Unis, d'arrêter leurs essais en octobre 1959. Moratoire. La France commence en 1960. Mais on savait tout à l'époque. On savait tout. Et donc, aujourd'hui, quand on veut excuser, et quand mes interlocuteurs polynésiens, bon chrétiens, ils disent oh, écoutez, les militaires, quand ils sont venus chez nous, ils ne savaient pas tout de la radioactivité. Mais si, ils savaient tout. Ils savaient tout. Hein. Donc, très franchement, je pense qu'il n'y a absolument aucune excuse pour un État. La seule raison qu'il y a pour les essais nucléaires, c'est la raison d'État. Les populations, peu importe, les travailleurs, les militaires engagés dans le processus des essais nucléaires, peu importe. C'est la raison d'État qui compte. Alors, bon, par exemple, pour voir un peu l'incohérence et, disons, l'irresponsabilité de ceux qui dirigeaient le CEP à Mauroy, on peut prendre l'exemple des décontamineurs. Il y avait à peu près, dans les années des essais aériens, il y avait à peu près 1 millier de décontamineurs. Hein, c'était des soldats, des légionnaires, qui étaient dirigés par un organisme qu'on appelle le service mixte de sécurité radiologique. Et donc, ces gens-là, au début en 1966, donc dès les premiers essais, on les affublait tous de tenues qu'on appelait des tenues chaudes. Des tenues que, disons, il fallait changer des fois plusieurs fois par jour. Parce qu'une tenue qu'on quittait, on ne pouvait pas la remettre. Parce qu'avec les mains, on se contaminait de nouveau. Donc il fallait une nouvelle tenue. On se rend compte, on lit ça dans les rapports, hein, que en 68, avec les essais thermonucléaires de grande puissance, on arriverait à 3000 tenues chaudes pour les décontamineurs par jour. 3000, c'est ingérable. C'est ingérable. Il faut les laver. On n'a pas de machine à laver dans le bateau qui servait, qui avait des machines à laver, c'était la Rance. Donc, en fait, on avait déjà construit une laverie spéciale sur l'atoll de Hao. Et, disons, toutes les semaines, il y avait un bateau chargé de tenues qui allait laver les tenues chaudes à Hao, hein, dans les machins. Alors, c'était ingérable. Qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, c'est pas possible de continuer, on va, disons, classer les gens. Classer, tout simplement. On va dire ceux qui étaient directement affectés à des tâches sous rayonnement ionisant, c'était leur belle formule, c'est-à-dire, en gros, les personnels du CEA, du Commissariat à l'énergie atomique. Et puis, les personnes non directement affectées à des tâches sous rayonnement ionisant. Non affectés directement, c'est-à-dire de temps en temps, ils allaient décontaminer parce qu'on a besoin de renfort, donc ils rentraient dans les zones contaminées pour essayer de nettoyer à coups de lance à eau, etc. Et puis, l'essentiel du personnel, surtout polynésien, et soldats du contingent, vous étiez non affectés, c'est-à-dire
ces personnels-là, 90% des personnels qui travaillaient, pof, pas de combinaison. C'était bon, comme ça simplifiait les choses. Voilà une première incohérence. Et ça, c'est quasiment... Enfin bon, tous les décontamineurs vous le diront que même les tenues... Enfin bon, on appelait ça les tenues SMSR. Les tenues, elles protégeaient rien du tout des radiations. Autre exemple, Toureia. Il y avait 60 habitants à l'époque, 60 ou 80. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Toureia, c'est 110 km de Mauron-Roi. Ils sont aux premières loges des bombes atomiques et aériennes. Les retombées sont fréquentes. On n'a pas pu faire comme à Mangareva où on a mis un abri, sorte de hangar de matériel agricole pour les enfermer. On a quand même un petit peu mieux. On a construit 2 blocos. Il y avait un blocos pour la population, les 60 habitants, et puis un blocos pour l'unité militaire qui était sur place. Et les gens du CEA qui surveillaient de près les essais qui étaient à 110 km en face, à Mauron-Roi. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Finalement, cette population qui, année après année, campagne de tir après campagne de tir aérien, finalement, ils en absorbaient la radioactivité. Alors, on les passait, ce qu'on appelle au spectrogammamétrie. Ils sont passés tous les ans. Très curieusement, on a les listes de ces habitants de Toureia, puis ceux de Mangareva aussi étaient suivis, et on les avait classés. En face de chaque nom, c'est marqué A, ou B, ou C. Alors, quand on fait maintenant avec les ordinateurs, on peut regrouper, on voit que tous les habitants de Toureia qui étaient classés A, c'est les vieux. Et puis B, c'est l'âge moyen, et C, c'est les enfants. Donc pourquoi on avait classé ça? Je me pose des questions. Je me dis, tiens, et pourquoi? Je sais que les Américains, les Russes, même les Français au Sahara avaient fait des expérimentations sur les êtres humains, sur des soldats qu'on avait examinés par la suite. Les Américains à Bikini, à Eniwetok et à Rongelap, en particulier la population de Rongelap après l'essai Bravo du 1er mai 1954. On les avait laissés sur place pour voir ce que ça allait donner sur une population voisine. Et on a fait des examens, on a examiné les gens pendant des années pour voir ce que ça donnerait. Des gens qui avaient reçu les retombées de l'essai Bravo sur Rongelap. Donc moi, je me pose des questions, je dis qu'est-ce qu'on a fait sur les 60 habitants de... C'était un échantillon tout à fait extraordinaire pour faire des études, pour voir ce que ça donnerait, ce qu'une bombe donnerait sur les populations voisines qui recevraient en cas de guerre nucléaire, disons, une bombe qui n'aurait pas été, disons, tuée immédiatement comme les habitants d'Hiroshima ou de Nagasaki. Donc on avait besoin de savoir ça, et moi je crois qu'il y a des études qui ont été faites. J'ai des doutes, j'ai pas des preuves, mais j'ai des éléments qui me posent question. C'est quand même très curieux que pour les populations proches de Mauron-Roi et de Fangatofa, on a fait un espèce de point zéro au 30 juin 66, premier essai 2 juillet 66. On fait un point zéro médical. Mais à part les spectrogammamétries qu'on a faites, il n'y a pas eu de suivi médical de ces populations, jusqu'à aujourd'hui, régulièrement, jusqu'à ce que la commission d'enquête de l'Assemblée de Polynésie en 2005 dise quand même qu'il faudrait faire quelque chose. Donc on a mis un groupe de médecins qui va à Mangareva et Toureia pour Réao, pour, disons, examiner la population. Mais pendant 40 ans, on a laissé ces populations sans rien, sans suivi.
Or, c'était bien des gens qui avaient des risques. Hein. Ils ont subi des risques radioactifs. Et pourquoi on a mis en place un registre du cancer, puis qui était la maladie la plus connue comme étant liée aux radiations? Pourquoi on a mis ça plus de 20 ans après les premiers essais, en 87, 90? Pourquoi on a attendu tout ce temps alors que toute la santé publique de la Polynésie française était dirigée pendant cette période-là, pas uniquement pour Mauroy et les îles voisines, mais pour l'ensemble de la Polynésie? C'était le service de santé de la Polynésie française était dirigé par des officiers du service de santé des armées, des médecins militaires, directeurs de la santé de la Polynésie française. Et ils n'auraient pas pu faire un suivi médical de toute la population pendant cette période? On aurait peut-être évité, je ne sais pas combien de centaines ou de cancers de la thyroïde, etc. Bon, ça aussi, c'est une immense responsabilité de ne pas avoir effectué de suivi médical de cette population qu'on avait mis en danger. Alors bien sûr que quand on demande, nous, l'ouverture des archives, qui sont classées secret défense depuis une loi qui date de 2 ans, pourquoi ils ont fermé ces archives? Interdit tout ce qui concerne le nucléaire, le chimique, le biologique, c'est documentation interdite à titre définitif. Pourquoi? Il se trouve qu'il y a quelques documents qui leur ont échappé, hein, des années 66-67. Qu'est-ce qu'on voit dans ces documents estampillés secret défense? On voit les comptes rendus de réunions qu'avaient ces autorités militaires, les plus hautes autorités, y compris les directeurs et le haut commissaire du commissariat à l'énergie et à l'atomique, le professeur Rocard, qui était le père de la bombe française, qu'on l'appelle comme ça. Ils étaient tous là, autour d'une table, bien à Paris, en se disant oui, on va faire les essais en Polynésie française. Il faudra quand même faire attention qu'il n'y ait pas de contamination de la population de Toureia, de Mangareva, parce que c'est des populations fragiles génétiquement. Mais ils le savaient, c'est écrit noir sur blanc. Et là, tous ces gens-là venaient du temps des essais, admirer les vainés de Mangareva ou de Toureia. Ils allaient regarder leur petite nature, leurs petites fleurs, et leur dire comme c'est joli. Ils étaient amis avec cette population, alors qu'ils savaient très bien que leurs bombes allaient, désorganiser leur santé, la vie même de cette population, de ces petites populations sans défense. C'est innommable, pour moi c'est cynique, et ces gens-là, je n'ai que du mépris, bien qu'ils soient de grands scientifiques. La question, est-ce que la Polynésie a été contaminée, c'est pas une question d'aujourd'hui. C'est une certitude d'hier, du temps des essais aériens. Toute la Polynésie a été arrosée par les retombées radioactives. Ça ne fait aucun doute, ils le reconnaissent même. Hein. Alors ils disent bien sûr que c'était admissible, les normes de l'époque le permettaient. Donc ça, c'est les balivernes qu'on nous raconte aujourd'hui. Mais aujourd'hui, quels sont les lieux les plus dangereux et qui subsistent? Je pense que les choses restent à Mauroy et Fangatofa, les 2 atolls nucléaires qui renferment aujourd'hui plus de 47 bombes comme disent les Polynésiens, dans le ventre de notre mère nourricière, la Terre. Donc là, c'est là qu'est le danger et l'insécurité pour les générations futures, parce que ces atolls ont quelque chose de tout à fait particulier, c'est qu'ils
ils ont subi une agression que nul autre atoll n'a pu, disons, être l'objet. Disons, c'est vrai que sur le plan de la géologie, on peut admettre que les atolls peuvent s'emponcer, disparaître, etc. Mais pour Mororoa et Fangatofa, c'est quand même quelque chose de tout à fait extraordinaire. C'est les seuls atolls dans notre planète Terre qui ont subi des expériences nucléaires souterraines. Les Américains ont essayé sur une île au nord de l'Alaska, et puis ils se sont rendus compte que ce n'était pas possible, le contexte ne convenait pas pour des essais souterrains, donc ils les ont faits au Nevada. Mais les Français, eux, ont été les seuls à faire des expériences nucléaires en milieu océanique. Et donc aujourd'hui, c'est une espèce d'épée de Damoclès qui reste suspendue pour les générations futures et pour les populations, non seulement de la Polynésie, mais pour la chaîne biologique, la biosphère de cette région du Pacifique, dont on sait qu'aujourd'hui il y a des pêcheurs du monde entier qui viennent dans le Pacifique. Admettons un jour que la contamination contenue dans ces deux atolls, disons, se répande dans l'océan et soit absorbée par les thons qu'on pêchera à 1000 ou 2000 km dans l'océan Pacifique et dont on nourrira même les Européens. Même dans les documents officiels, on se rend compte que c'est pas simplement Mororoa et Fangatofa et l'atoll de Hao qui ont été contaminés par les expériences nucléaires et par les expériences qu'on a fait en laboratoire, en particulier sur Hao, les avions qu'on décontaminait et tout ça. Mais même à Tahiti, Maïna, il y avait un centre où on analysait les échantillons qui venaient de Mororoa, des échantillons de coraux, de poissons, de végétaux, de coco. Et c'était tout examiné à Maïna. À Maïna, il y avait un mur dans les laboratoires, d'un mur de 90 cm pour protéger des radiations les laborantins qui examinaient les matières nucléaires qui venaient de Mororoa. Ils venaient ici pendant 30 ans. Il y a eu des personnels qui ont travaillé là. Il y a eu des personnels qui ont été malades. On a rencontré ici. Moi, je me rappelle de Tapeta. Tapeta, c'est une femme qui était une femme de ménage de Maïna. Elle travaillait au CEA, là, au Lésé. Et elle était femme de ménage. Et on lui avait dit, oh, mais tu découpes les poissons, les coraux, etc. Pour les laborantins, parce qu'on n'a personne pour faire ça, tu lui refais ça. Elle n'avait rien. Elle avait son couteau, sa petite scie pour scier le corail, etc. Et elle en prenait à la pleine figure. Et cette pauvre femme, au bout de quelques années, elle a attrapé une leucémie. Et elle est morte de leucémie à, je sais pas, 55 ans. Et sa fiche de paye, évidemment, c'était une fiche de paye de femme de ménage. On n'allait pas dire qu'elle manipulait, qu'elle n'avait aucune compétence pour ça. On l'avait utilisée, disons, comme main-d'œuvre, comme chair à neutrons, presque. Il faudrait dire ça. Alors moi, c'est des fois un peu écœurant. Et aujourd'hui, on a encore l'épreuve dans qu'est-ce qu'on a fait quand on a déménagé le CEA de Maïna en 1998? On a démoli ces laboratoires chauds de Maïna. On a rempli plusieurs dizaines de fûts de déchets radioactifs qui sont marqués sur les rapports de l'Agence nationale des déchets radioactifs. Ils sont marqués comme contaminés au plutonium. C'est pas rien du tout. Plutonium, ça n'existe pas dans la nature. C'est des éléments d'une bombe. Et donc, ça venait de Maïna, des laboratoires de Maïna. On a été les mettre dans des puits de déchets à Mororoa. Et ça, on le sait depuis 1998. Mais il y a eu quelques dizaines de fûts, mais qu'est-ce qu'on a fait du reste pendant 30 ans? On l'a acheté dans
dans un fossé à côté du centre. Certains disent que le centre du Lésé a donné un bout de terrain pour construire une église. L'église serait construite sur ces déchets qui ont été accumulés pendant des années dans des tranchées. Donc il n'y avait pas que Mororoa et Fangatofa, il y avait ici aussi, à Tahiti. Donc tout ça, c'est un extrême danger et une préoccupation qu'on doit avoir. Alors bon, c'est le passé, mais on doit surveiller. Et qui fait la surveillance aujourd'hui? Qui fait la surveillance de ces atolls? Bon, ils se sont réservés, c'est ceux qui ont fait les essais disent, nous, on continue, le ministère de la Défense continue à faire la surveillance par lui-même. Interdiction à d'autres scientifiques de venir vérifier ce qu'ils font. Alors bien sûr, aujourd'hui, on a une période, disent-ils, de transparence. On va tout vous dire. Hein, voilà comment on fait. On surveille. Alors, bon, je pense que maintenant, on a suffisamment d'éléments de comparaison pour savoir comment se fait la surveillance radioactive, par exemple, des atolls de Mororoa. On sait que les endroits qui ont été contaminés du temps des essais aériens, du temps qu'il y a eu des incidents où des kilos de plutonium se sont répandus, par exemple, dans l'atoll de Mororoa. Et donc ça, on a la cartographie du lagon de Mororoa au niveau de sa contamination, par exemple en plutonium. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Qu'ils vont faire des prélèvements pour mesurer la radioactivité du lagon de Mororoa. Ils vont faire des prélèvements là où ils sont sûrs de ne pas trouver de matière radioactive. Donc, bien sûr, cri de victoire de M. Jurien de la Grabière et ses amis quand ils viennent ici. Il n'y a pas plus de radioactivité dans le lagon de Mororoa qu'en Bretagne. Bon, alors, quand on leur pose la question, moi, j'ai eu à passer à Mororoa là, le 24 juin dernier 2010. J'ai posé la question au docteur Poirier, à M. Jurien de la Grabière. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites de ce plutonium qui est là? Vous nous dites qu'il n'y a rien du tout et que c'est mieux, c'est pire en Bretagne qu'ici. Ah, ils me disent, ah c'est vrai, on ne va pas mesurer là parce qu'on ne veut pas mettre en danger les plongeurs qui vont faire les prélèvements. Résultat, pourquoi vous dites qu'il n'y a pas de radioactivité dans le lagon de Mororoa? Donc c'est complètement aberrant. Moi, et c'est ce que je dis à mes amis polynésiens. Je leur dis, mais écoutez, ils vous ont menti pendant 30 ans. Voilà un exemple comme quoi ils vous mentent encore aujourd'hui. C'est les mêmes. Et je ne vois pas pourquoi ils changeraient d'attitude aujourd'hui. Disons, c'est toujours de l'autoprotection. Hein, et de l'auto-persuasion qui veut essayer de communiquer disons, aux Polynésiens, aux hommes politiques français qui disent « Bon, on a fait une loi, maintenant on ferme la page et on va donner quelques sous à des victimes qu'on choisira, puisque c'est le ministre de la Défense qui accorde les indemnisations. » Donc tout ça, à mon avis, part d'une logique, disons, complètement détestable, inacceptable. Disons, c'est un État qui continue à se défendre contre des citoyens. Parler d'essai propre, c'est une aberration. D'abord, un essai, c'est un essai, c'est une expérience. Donc, on ne peut pas maîtriser une expérience. Enfin, n'importe quel laborantin qui fait des recherches dans son laboratoire, il n'est pas sûr du résultat. Donc c'est complètement... Quand ça se passe en plein air et que, par exemple, quand les autorités militaires nous disaient, vous savez, Mororoa, c'est un grand laboratoire, mais bon, franchement, ils se foutent de notre figure. Moi, faire des essais en plein air dans un machin, c'est pas dans un laboratoire fermé, disons isolé par rapport dans un bâtiment, etc. C'est en plein air. Hein, et
Donc là, les conditions sont complètement tout autres. Bon, on essaie une bombe et à Mauroy, on a fait péter 197 bombes, c'est tout. Hein, donc, et dont les plus importantes étaient beaucoup plus importantes que les bombes d'Hiroshima. Donc c'est pas quasiment, on n'a pas jeté les bombes sur les populations, mais disons, on a fait exploser 197 bombes. Et ça, il faut bien l'avoir dans la tête. C'est pas des expériences, c'est des bombes qui explosent. Est-ce que la France doit réparer? C'est bien évident. Alors, quel type de réparation? Il faut que la France puisse, disons, prendre ses propres responsabilités. Disons, ce qui est fait est fait. Hein, les essais, on ne va pas revenir en arrière. Ils ont été faits. Il y a eu des raisons stratégiques que tout le monde peut comprendre, qu'on peut expliquer. Mais les conséquences, on les assume. Hein. On n'essaye pas de les nier ou de détourner l'attention ou de ne pas se préoccuper de l'avenir, d'essayer de jouer, disons, sous des airs de transparence et de jouer, disons, à poursuivre la politique de l'autruche. Hein. Donc ça, l'État doit véritablement assumer ses responsabilités. Bon, moi, je pense que il y a eu peut-être un petit premier pas dans la loi Morin, la loi d'indemnisation, mais disons, on se rend bien compte que c'est pas ça qui va aider, par exemple, les Polynésiens, disons, à reprendre goût à la vie, à se dire on a un si beau pays, on peut peut-être le partager avec d'autres, mais disons qu'on est conscient aussi de ce que nous avons vécu et que les Polynésiens puissent l'assumer et non se le cacher à eux-mêmes. C'est ça le risque aujourd'hui, y compris l'État veut fermer la page et les Polynésiens veulent oublier. Moi, je crois quand même qu'il faut redonner un peu fierté aussi aux Polynésiens. Vous avez eu, les Polynésiens, il y a eu des personnalités qui se sont engagées. Bon, on a parlé d'Henri Hirault, mais à leur manière, des gens ont posé des questions. Même des vieux de la vieille, comme Jean-Baptiste Serran Jérusalemi, c'est un des premiers qui, au moment de la cession des deux atolls de Mauroy et Fangatofa, a dit écoutez, maintenant que vous avez voté la cession des deux atolls, il n'y a plus qu'à jouer la sonnerie aux morts. Il a dit ça en pleine commission permanente de l'Assemblée. Il n'avait pas voix au chapitre. Hein, il n'était pas membre de la commission permanente. Et, bon, il y a eu John Teariki avec son beau-frère Henri Bouvier. Il y avait Francis Sanford aussi qui a couru le monde, qui est allé au Japon. Pour parler, enfin négocier, bon, Oscar, je ne parle pas d'Oscar Temaru, Théa Hirschon, bon, et puis des gens de l'Église. Les gens de l'Église qui, bon, c'est vrai que c'était les premiers, c'était des pasteurs métropolitains, mais ils étaient à l'écoute de leurs paroissiens, qui étaient des Tahitiens. Et donc, et puis John Doom, enfin bon, je dis, c'est quand même l'honneur de la Polynésie. John, disons que c'est quelqu'un qui a souffert aussi quand il était secrétaire général de l'Église. Il ne faut pas l'oublier. Pratiquement, s'il est allé à Genève, c'est parce qu'il y a eu une cabale à l'intérieur de l'Église contre lui. Hein, des choses innommables.
où on l'accusait d'avoir détourné de l'argent, etc. Enfin, des gens à l'intérieur de sa propre Église qui s'attaquaient au secrétaire général, donc l'homme qui était un peu l'un des dirigeants. Et donc, il y a eu des Polynésiens pour lesquels il faut avoir une grande estime, que représentants d'un petit peuple qui avait peu de pouvoir quasiment dans un monde colonial, et quand même qui se sont levés, même s'ils étaient que quelques-uns. Et je pense que c'est l'honneur de ce pays. Moi, je le ressens et je le sens plus j'essaye d'aller en profondeur de ce qui a été vécu ici du temps des essais, plus je sens que les Polynésiens n'étaient pas pour rien. Il y en a. Certains me disent que. Ah oui, mais la protestation contre les essais en Polynésie, ça venait de l'extérieur, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, peut-être quelques-uns de France à un certain moment. Mais des amis polynésiens m'ont dit, mais ces gens-là, quand ils arrivaient à Tahiti pour protester, nous, on les recevait, on avait tout préparé le terrain. Hein, on était là. On faisait ce qu'on pouvait pour les accueillir. Donc on n'était pas complètement, disons, ignorant de ce qui se passait et on militait aussi à notre manière. Moi, quand je vois le groupe des jeunes du Tabini Waratira, que j'étais en 1990, j'ai été à leur manifestation. Il y avait les essais, le 14 juillet. Bon, ils voulaient à tout prix manifester contre les essais un 14 juillet, alors qu'il y avait le défilé militaire avec toutes les fanfares et les autorités du pays, de l'État, dans des tribunes sur le front de mer, où ça défilait avec les groupes de jeunesse du Tawera, des églises et tout ça. On faisait beaucoup de folklore avec les militaires. Et eux, ils venaient à pied de Fa'a manifester avec leurs petites pancartes contre les essais nucléaires. Ils étaient bloqués à l'entrée du boulevard Pomaré pour les empêcher de venir défiler devant la foule à la suite des militaires, des groupes folkloriques, etc. Enfin, c'était aussi vraiment du courage de la part de ces quelques-uns qui manifestaient. Et je crois qu'il faut leur rendre hommage à eux aussi. Alors en ce qui concerne les deux atolls, la radioactivité qui est contenue dans le sous-sol, c'est pour des milliers d'années, pour des générations et des générations. Hein, le plutonium, qui est la matière radioactive, la matière première de la bombe, disons, il y en a pour 240 000 ans pour que ce soit entièrement neutralisé. Donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer ? C'est pas un peut-être, c'est certain. Il va y avoir, d'ici quelques années, quelques dizaines d'années, je ne sais pas, mais pas à l'échelle géologique, hein, peut-être cette génération, la génération d'après, il va y avoir une contamination du milieu océanique. Et ça, il faut s'y préparer. Pourquoi ? Pourquoi une contamination du milieu océanique ? Parce que il suffit d'aller mettre les deux pieds à Mauroróa et d'aller voir, on voit les failles, de lire les rapports géologiques qu'ils font année après année, de voir que, par exemple, il y a 10 ans, 98, lors du premier rapport de surveillance, il y avait 1 ou 2 craquements par semaine sur la falaise extérieure de l'atoll de Mauroróa. Maintenant, il y en a 8 par semaine en 2010. Donc ça veut dire quoi ? Quand on regarde de près, on voit des failles. Les failles, bien sûr, c'est des failles, personne ne doute maintenant, et même les autorités le reconnaissent, que ça vient des essais nucléaires souterrains. L'atoll a été fracturé. Bon, on sait très bien qu'elle s'écarte. Et on a même mis des systèmes pour vérifier l'écartement. Et de voir que, année après année, rapport après rapport,
disons, on sait que ça s'écarte. Et d'un jour ou l'autre, comme c'est arrivé en 1977, en 1978, en 1979, où il y a eu 3 pans extérieurs de Mauroy qui se sont effondrés suite à des essais souterrains, ben là, ça va craquer. Ça va craquer. Et quoi? Qu'est-ce qu'il va y avoir? La zone la plus fragile de Mauroy, c'est la zone où il y a eu le plus d'essais juste à cette région-là. Ben c'est évident. Ça craque. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des explosions à proximité. Oh, il ne faut pas être un grand scientifique pour admettre ça. Hein? Donc, moi, l'avenir est peut-être sombre. Donc, il faudra aussi que, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, où dans les 90 secondes à Bruyères-le-Châtel, on est au courant de ce qui se passe à Mauroy, et puis les autorités polynésiennes c'est quand même sur leur pays, on le sait 2 ans après, ce qui s'est passé à Mauroy, par le rapport annuel que nous transmet le ministère de la Défense. Donc ça, il faut que ça cesse. Il faut que les Polynésiens soient vraiment les premiers au courant et qu'on mette quelque chose d'inéluctable qui va arriver, il faut qu'on se prépare. Il faudra probablement former des techniciens de Polynésie, des jeunes. Alors, il n'en faudra pas des quantités, mais qui auront comme travail et comme responsabilité le suivi des 2 atolls. Et là, c'est pas question de réparer, mais question de suivre, d'avertir, de savoir quelles positions pourront être prises au moment où ça craquera. Et ça, on a le temps. 240 000 ans, on a le temps de former des experts polynésiens. Ai o anara te nuna